Je vous remercie beaucoup pour cette présentation touchante. En tout cas, et je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir invité à être le parrain des licences 1 de cette année. Pour moi, être parrain, c'est une charge. C'est pas juste un moment comme ça où on vous met en avant, c'est l'inverse. On s'engage pour les L1 et je m'engage pour eux. Et si un jour vous avez besoin que je les retrouve L2 ou L3, je viendrai le faire avec beaucoup de joie. Merci beaucoup en tout cas. Et je suis ravi de revenir ici à Nancy, de retrouver des amis proches, des amis avec qui je travaille, avec qui j'ai toujours la joie de travailler, et heureux de rencontrer ces étudiants que je n'ai pas rencontrés auparavant. C'est une situation qui m'est chère et habituelle. J'enseigne depuis 1985, et donc cette relation-là est une relation qui porte vraiment du sens pour moi. Vous savez, on ne peut faire des choses radicales que si on revient à la racine. Racine en latin, c'est radix. Donc la radicalité demande à revenir à des choses essentielles. Donc je vais revenir à des choses essentielles pour dépasser la situation dans laquelle on est. La première chose essentielle, et qui est dite dans ce magnifique livre de Rainer Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, qui est un des premiers livres sur l'environnement qui a été écrit dans les années 70-80, c'est que la première chaleur que l'on vit, que l'on habite, c'est celle de son corps. Il ne faut pas oublier ça. L'architecture est essentiellement autour de l'espace habité et habité par des corps. Alors, on habite son corps, mais on habite la nature, et il y a des situations terrestres où finalement habiter la nature, c'est comme habiter son corps, tellement finalement il y a une équivalence entre la qualité de l'atmosphère et le corps lui-même. Ici, il y a des moments en Polynésie où vous habitez l'eau, vous habitez l'air, vous ne savez pas ce que vous habitez, tellement il y a un plaisir absolu d'équilibre. Mais bien sûr, la nature n'est pas si douce. La nature peut être très dure, elle peut même être très violente. Et nous avons besoin de nous faire accompagner par les vêtements que nous avons ici, mais aussi par une architecture qui est indispensable pour fabriquer notre établissement. Et il y a une intelligence incroyable des hommes pour savoir finalement faire ce qui est essentiel pour eux pour s'installer. Par exemple, ici, dans cette case en Casamance, avec un impluvium qui fait que quand il pleut, l'eau est conservée au milieu de cette case, et finalement, il y a une climatisation qui s'opère, qui est simplement le fait que la fraîcheur de l'eau, l'ombre qui est apportée, fait que vous gagnez une qualité d'air qui n'a rien à voir avec ce qui est tout autour. Et finalement, on le voit déjà ici, même si l'homme aime le soleil, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, à toutes les raisons d'aimer le soleil aujourd'hui, c'est l'ombre qui l'habite. Et finalement, ce que nous faisons, nous architectes, c'est que nous fabriquons de l'ombre habitable, de l'ombre bienveillante. Voilà, ici, on était au Japon, avec tous ces espaces de péristyle des maisons japonaises. Et ici, on est juste à Cuba, sous une arcade à Val. Et quand il y a absolument la nécessité de faire quelque chose pour se sauver d'une situation difficile, on fait comme Jack London dans le Klondike, on construit un feu, parce que le feu, c'est pas juste craquer une allumette ou réussir à faire en sorte qu'une flamme arrive. Il faut le construire, ce feu dans lequel finalement on se garde, on se réserve. Je vous conseille de lire ces tout petits livres de Jack London qui s'appellent Construire un feu. Il y a aussi Construire une maison. Ce sont deux petits ouvrages dans les éditions. Vous savez, ce sont des tout petits livres d'à peine 10, 15 ou 20 pages. Donc on construit un feu. Et il ne suffit pas de construire le feu, il faut garder la chaleur du feu. Et finalement, cette réponse de l'âtre au milieu, de la chaleur qui rayonne et de la maison qui est juste exactement l'expression de la chaleur qui rayonne, c'est la réponse peut-être la plus frugale, la plus simple, la plus banale que l'on puisse apporter avec les ressources locales, avec les poils des animaux qui deviennent finalement des murs. On garde cette chaleur-là, on construit autour, on s'installe. Et il y a des maisons où il y a des cheminées, d'autres où il n'y en a pas. Et donc, je vais juste comparer ici quelques situations récurrentes, on va dire vernaculaires pour le coup, puisqu'il s'agit ici d'architecture plus ancienne. Donc, en haut, vous avez une maison à la Martinique. À la Martinique, il fait chaud, il est nécessaire d'habiter l'ombre, et il est nécessaire que l'air traverse les maisons. Donc, les maisons sont des formes toutes simples, avec des ouvertures de part et d'autre, avec des persiennes quand il n'y a pas des ouvertures pour se protéger.
Et à la Martinique, comme il y a beaucoup de vent, et parfois même plus que beaucoup de vent, des tempêtes, des tornades, eh bien, il faut tenir les débords de toit. On a besoin des débords de toit pour l'ombre, mais ils peuvent s'envoler et on a besoin de les tenir, d'où les poteaux. Dans les vallées jurassiennes, il y a aussi beaucoup de vent. Ce n'est pas le même vent. Et là, les bâtisses sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Donc, on va faire en sorte que les toitures des toits ne débordent pas, pour pas qu'il y ait de soulèvement des toitures. Et dans l'axe de la vallée, on casse le pignon de telle façon que l'air passe au-dessus du bâtiment. Dans la partie supérieure, on met le fourrage. Donc le fourrage devient la partie qui isole la maison en dessous ici, qui est là. Et là, vous avez le bétail qui chauffe la maison qui est juste à côté. Et vous avez une fenêtre à l'horizontale. Et si vous regardez bien, cette fenêtre à l'horizontale, c'est peut-être pas les modernes qui ont inventé la fenêtre à l'horizontale, mais ici, le fait que le paysan, l'hiver, est un horloger, et que devant son établi d'horloger, il est mieux d'avoir une ouverture sur le paysage. Donc on voit à quel point ici, la rencontre entre le climat, la nécessité de se protéger, de construire un feu, de construire un foyer, produit des architectures en fonction du contexte dans lequel on est. Ici, vous avez deux exemples. Il y en a un qui m'est très cher, qui est donc le Penty breton, la petite maison bretonne, en granit et en ardoise. Et donc le toit en ardoise est à 45 degrés. Et à côté, vous avez une maison de vigne languedocienne. Donc là, ce n'est pas du granit, c'est du calcaire. Et la toiture est en tuile demi-ronde, beaucoup plus plate. Et la toiture est plus plate. La toiture est à 45 degrés parce que c'est de l'ardoise, et que l'ardoise, quand on la délite, est lisse. Et avec la puissance du vent et la pluie qu'il y a en Bretagne, si vous ne mettez pas 45 degrés, l'eau remonterait entre les ardoises. Donc vous voyez que la ressource locale, le climat local, détermine l'architecture, si on décide de faire avec elle. Et à côté, dans le sud, donc une autre pierre et une autre forme de toiture, et qui, elle, pour le coup, n'est pas lisse, et donc permet d'avoir des pentes plus basses, pour répondre au climat. Et ici, deux fenêtres. Bon, en Hollande, il y a une culture de la transparence, qui est liée à la culture de... on dit que c'est la culture protestante qui amène à ça, je ne saurais pas vous le dire, en tout cas je vous dis ce que l'on dit. Donc la transparence est un enjeu. Mais il n'y a pas que la transparence, il y a aussi la relation au climat. Dans la maison d'Amsterdam, les fenêtres sont au nu extérieur et pas au nu intérieur. Et donc la fenêtre qui est au nu extérieur reçoit tous les éléments de solarisation. Il n'y a pas une ombre qui est projetée sur la fenêtre et vous n'avez jamais de neige qui s'accumule en partie basse de la fenêtre. Et derrière, comme il n'y a pas de rideau et de volets, vous pouvez voir des Hollandais nus, mais ça n'est pas grave. Chez nous, c'est tout l'inverse. Dans le sud de la France, vous avez les fenêtres au nu intérieur, protégées par des volets, avec un rideau derrière et une petite dame qui tire un peu le rideau pour voir ce qui se passe dans la rue. Et donc tout ça, c'est à la fois du vivre ensemble, comment on vit ensemble, et comment on répond au climat, et comment on répond avec les matériaux et les ressources locales. En fait, la culture, c'est souvent habiter ensemble son climat. Enfin, on pourrait presque se dire que réduire à cette idée qu'une communauté vit son climat, réussit à fabriquer de la culture. Et on le sait depuis longtemps. Donc ce monsieur, c'est Denis Diderot. Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie. Le XVIIIe siècle, c'est le moment, avec la fin du XVIIe, où en France, on veut inventer l'architecture classique. Il s'agit de faire une architecture tellement forte et tellement unique qu'elle puisse résister finalement au baroque. Et donc la France invente le classicisme. Et parfois, on essaie de faire des places royales un peu partout. Et qu'est-ce que dit Diderot ? Alors, il y a un morceau de phrase qui n'est pas là. Diderot dit « L'architecture est un art borné, dit-on, oui, dans l'esprit des architectes. » Il dit ça parce que ceux qui utilisent l'architecture classique ont une vision bornée de l'architecture. Ils sont capables, les Beaufranc ou autres, de venir faire la même place royale avec la même statue du roi au milieu, que ce soit ici, à Metz ou ailleurs. Donc l'architecture est un art borné, dit-on, oui, dans l'esprit des architectes, mais que l'on fasse entrer dans son projet la considération du temps, du lieu, des peuples, de la destination, et on verra varier à l'infini les progressions des pleins, des vides, des formes, des ornements et de tout ce qui tient à l'art. Donc au moment où toute la culture française de l'académie va vers une seule architecture, il vous théorise le vernaculaire. Et il vous théorise l'invention
d'une architecture contextualisée, située, adaptée. C'est vrai pour l'architecture, c'est vrai pour le projet urbain. Donc ça, c'est la commune dont je suis originaire en Bretagne, c'est Carentex, c'est le Finistère Nord. Et plus on s'approche de la partie du port, plus les rues sont courbes. Parce que l'air un peu fort en Bretagne, on n'a pas envie qu'il défile dans les rues. Donc on fait des rues courbes, comme ça le vent est ralenti. Si vous prenez les installations coloniales de la France, donc que ce soit Nouméa, Fort-de-France ou Pondichéry, la trame carrée était une trame utile. D'ailleurs, c'était les militaires qui réalisaient tout ça avec les bagnards. Donc, mais la trame carrée, ce n'est pas juste une trame carrée. Elle est intelligente, cette trame carrée. Regardez bien. À Nouméa, la trame est totalement carrée. À Fort-de-France et à Pondichéry, elle est rectangulaire. Donc Nouméa, les alizés d'été, les alizés d'hiver sont très intéressants et aussi intéressants les uns que les autres. À Fort-de-France, c'est pas pareil, quoi. Les alizés d'hiver, on n'a pas envie qu'ils rentrent dans le tissu urbain, alors que les alizés d'été, on a vraiment envie qu'ils entrent le plus loin possible. Donc dans le sens des alizés d'été, vous avez 2 fois plus de rues. Et dans le sens des alizés d'hiver, 2 fois moins. Du coup, cette relation de l'aérolique à la constitution du tissu, vous la retrouvez aussi à Pondichéry. Mais à Pondichéry, ils ont fait des rues beaucoup trop larges et vous avez intérêt de porter votre ombre avec vous, quoi. L'enjeu, et finalement ce que toute cette époque-là a construit, c'est une capacité à être ensemble plutôt heureux. Une capacité à vivre sa culture, à vivre collectivement dans un contexte historique et climatique apaisé. Bon, c'est un peu radical, mais je vais assumer. Le modernisme arrive et le machinisme aussi. Quand même, quand ils ont vu arriver ça, ils ont dû comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc cette magnifique machine, la locomotive, la maîtrise de l'énergie, eh ben, tout le monde en est fasciné, et même Turner, qui oublie de mettre la fumée de cheminée, quand même. Turner nous montre à quel point la vitesse, la beauté, la grandeur va faire le machinisme, va faire le modernisme, et va faire qu'on peut être, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je suis amoureux des modernes. Enfin, pour vous parler de longtemps de Corbu, je dis à mes étudiants, un Corbu par jour en forme toujours, par exemple. Hein. Ou parfois je me dis, mais qu'est-ce qu'aurait fait Mies van der Rohe? Donc j'aime cette culture-là. Mais sauf que je sais aussi, nous savons aussi, un siècle plus tard, ce que cette culture du machinisme nous a amené. 20% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au déplacement. 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment. 36% de la consommation totale d'énergie est le fait des bâtiments. Entre 7 à 9% des émissions de gaz à effet de serre est émis pour la production du sac de ciment Portland, 2% pour le fait de prendre l'avion. On peut faire ses choix de combat. On peut continuer à se battre contre trop d'avions inutiles, mais regardez bien, s'il y a un vrai combat à mener, c'est contre le ciment Portland, quoi. La pollution de l'air tue plus que les guerres, la faim et les pandémies. 8,8 millions de décès par an. Et on porte des masques là pour un virus qui est un peu chiant, mais qui n'a pas encore tué autant. Et on est loin de là, quoi. Et la pollution, c'est qui, quoi? Là, tout ce que je suis en train de vous faire, c'est le procès des bâtisseurs, quoi. C'est notre procès. Hein. 60% des déchets globaux proviennent du bâtiment, construction, démolition, entretien. En 6 mois, les ressources renouvelables sont épuisées. Cette année, on a gagné 2 semaines à cause du confinement. La maîtrise de ressources est à l'origine de toutes les guerres contemporaines. Regardez ce qui se passe de très gentil là, entre la Grèce, la France et la Turquie pour du gaz. Faisons tous des bâtiments à énergie positive et on aura moins besoin d'aller chercher du gaz quelque part, quoi. Enfin, bref, aimons davantage le soleil. J'y reviendrai. Depuis 1980, chaque décennie est plus chaude que la précédente. En 30 ans, 40 milliards de dégâts dus aux catastrophes naturelles et 2,5 millions de décès. Au XXe siècle, le niveau de la mer a monté de 17 cm et les dernières prévisions du GIEC, 90 cm. Les catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique sont les plus nombreuses en France et dans le monde entier. Et pourtant, la maison brûle et on regarde ailleurs. Et pour ma part, pas uniquement ailleurs,
parce que cet été, un de mes plus beaux bâtiments et une de mes plus belles structures en bois a disparu dans un feu à Anglet à cause de la canicule et de la chaleur et du fait qu'il n'y ait pas d'eau et de sécheresse. Donc ça n'est pas juste au loin, et ce n'est pas chez les autres que ça se passe au plus près de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas être plus long sur le procès des bâtisseurs, mais réellement, ce que le XXe siècle a fait depuis la machine à vapeur, là que vous avez vu arriver, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Il a fallu 2018 pour que l'ONU comprenne que finalement la question de la construction était passée sous les radars de la critique environnementale. Maintenant, on le sait, et on ne peut plus dire qu'on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avec deux amis que beaucoup connaissent ici, Dominique Gozin-Muller et Alain Bornarel, on écrit un texte qui est le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Et ce texte qui critique, qui parle de notre responsabilité, qui dit qu'on va arrêter de demander l'autorisation de faire autrement parce qu'on ne la donnera jamais, donc on va faire des choses différemment sans demander l'autorisation. On va préférer le low-tech au high-tech, on va préférer les matériaux biosourcés à la monoculture du béton, etc., etc. Et on va avancer. Janvier 2018, nous étions 3 pour penser cette frugalité qui est une vertu positive. La frugalité, ça vient du latin frux frugis, le fruit. En fait, frugal, c'est la récolte du fruit. Et donc la frugalité est heureuse quand elle ne blesse pas la terre et quand elle rassasie l'homme qui l'a fait. Et elle est forcément créatrice parce que pour vous sortir des habitudes du XXe siècle, pour vous sortir de ce qui se fait encore dans les agences aujourd'hui, vous avez intérêt à être un tout petit peu créatif. Pour vous sortir de la prison de l'actuel, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ça se fait avec une volonté de faire autrement et d'être radical. Donc il faut se désintoxiquer de la technique. Cet ami qui est un homme qu'il faut entendre, il faut l'inviter un jour, Daniel Fauré, c'est celui qui a créé Bâtiments Durables Méditerranée et Envirobat. Donc Daniel dit très clairement, en quelques années, le lot technique est passé de 15 à 25% du coût du chantier. En même temps, on a vu la croissance des sinistres et des primes d'assurance. Et la MAF annonce 75% de sinistres en plus liés à la part technique du bâtiment, y compris environnemental, le bâtiment. Le double flux, c'est quand même un peu plus l'environnement qui l'amène. Et en fait, l'obsolescence programmée, ça existe dans les petits moteurs de ventilation. Ce n'est pas que dans ma machine et dans votre téléphone. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et là, et pour moi, le programme du travail d'avenir, c'est le Club de Rome qui, en 1997, sort un de ses nouveaux rapports, après le rapport Meadows de 1972. Il s'appelle le Facteur 4, et le Club de Rome dit 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Trouvez-moi un autre programme d'avenir. Trouvez-moi un autre programme qui fait qu'à la fois on vit bien et on arrête de détruire la planète en consommant 2 fois moins de ressources. L'Europe a repris cette notion de Facteur 4 plus tard, mais on a fait un truc technocratique à souhait. On sent les tableurs Excel des technocrates. Réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 sur la base de 1990. Qu'est-ce que vous voulez que la société civile entende de ça ? Il faut penser au fait de mieux vivre avec des architectures mieux faites, plus intelligentes et qui consomment moins de ressources. Donc, début 2018, on est 3. Aujourd'hui, on est plus de 10 000. Et il y a des vrais représentants de la frugalité heureuse qui sont ici, enfin Christophe Aubertin par exemple, votre directrice qui nous a rejointes, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Et on est 10 000, dont 36% d'architectes, 14% d'ingénieurs, puis les urbanistes, puis les paysagistes, etc., etc. Et un tiers de la société civile, donc vos parents, qui nous disent qu'on n'a pas tort de penser ça et qu'il est important de s'engager tous dans cette histoire. Et donc, pour faire en sorte que ce qui arrive soit positif, on cherche à métamorphoser l'acte de construire. Puisque vient le moment où l'architecture se construit, et on la construit avec quoi ? Donc pour faire ça, on a lancé un cycle de conférences qui est totalement gratuit. Une conférence tous les mardis soirs. Là maintenant, en ce moment, là, il y a Julien qui est en train de parler, Julien Chopin. Il y a 1500 abonnés pour cette conférence qui se sont inscrits. Et donc, on va, avec les gens que vous voyez là, on va réfléchir à comment, collectivement,
on va réussir à changer notre manière de faire le travail. Alors, comment on fait le travail? Et qu'est-ce que c'est que notre travail, surtout plutôt que comment, avant de le faire? Notre travail, c'est on métamorphose l'acte de bâtir pour réparer le monde déjà là. On ne va pas inventer un autre monde. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, quoi. Donc l'objectif, c'est on répare le monde déjà là. Chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. Chaque année. Hein. Donc vous voyez, là, vous avez Nancy. Donc chaque année, on rajoute que 1% à Nancy. Dans cette part ajoutée, quelle est la part éco-responsable? Quelle est la part qui assume une empreinte écologique égale à sa biocapacité? À mon avis, allez, disons 1% pour se faciliter la tâche. Mais ça veut dire que ce n'est pas avec le neuf qu'on va sauver la planète. Très clairement. C'est en s'attaquant au monde déjà là, à la réhabilitation. Il y a une formule que je trouve assez intéressante, qui vient de Philippe Pelletier, qui est le responsable du plan bâtiment durable, me semble-t-il. Et Philippe Pelletier dit, on a eu la période de la reconstruction, maintenant on a la période de la rénovation. Et l'objectif, c'est vraiment de rénover le monde déjà là, de le réhabiliter. Et le monde déjà là, il est habité. Ce n'est pas une utopie, le monde déjà là. C'est un immeuble de 20 logements avec des gens dedans, quoi, par exemple. Donc le monde déjà là, on le réhabite avec les gens. On ne peut pas avoir une position d'artiste qui dit « Moi, vous allez voir, quoi. Je suis architecte, j'ai du talent, je vais vous arranger ça, tout va aller très bien. » Le monde déjà là, on le réhabite avec les gens. Et dans le sens de ce que disait Hannah Arendt, on ne cherche plus à dire qui a l'autorité, mais on cherche ce qui fait autorité. Et ce qui fait autorité, c'est le projet partagé. C'est faire en sorte que toutes les décisions sont véritablement prises ensemble pour arriver au bout du compte à un projet. Et c'est important du point de vue du phasage dans le temps. Le monde est habité. Réhabiliter est plus rapide que construire neuf. Donc le monde habité est celui qui va réussir à nous faire les pas les plus forts tout de suite, très vite. Construire un bâtiment aujourd'hui, c'est 5 ans. Faire un projet urbain, c'est 20-25 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas avec cette durée-là que l'on va finalement faire en sorte que le monde se réhabilite. Donc la réhabilitation, c'est votre travail, et c'est magique de travailler sur la réhabilitation, je reviendrai sur ça, mais c'est absolument heureux comme travail. Et là, je dois vous dire, il y a du travail pour tout le monde. Donc voilà, on travaille sur le projet partagé, et d'ailleurs, si on ne le fait pas, ils nous le rappelleront. Ils nous le rappelleront, la nécessité de le faire avec eux et de le faire rapidement. Donc voilà quelques exemples. 15 ans dans un village de 900 habitants en Bretagne. Des projets citoyens ou des processus de conception intégrés qui sont le PCI, c'est une procédure canadienne qui marche extrêmement bien, à base de charrettes qui regroupent tout le monde. Et puis, un petit exemple ici d'un projet à Bordeaux, sur la rive droite, c'est le projet Paul Boncourt, où on a travaillé avec tout le monde. Paul Boncourt, d'un côté, vous avez les maisons de pierre, donc on va dire une certaine bourgeoisie, de l'autre, vous avez les bars, et au milieu, il y avait le terrain. La consultation est lancée, je refuse de dessiner un projet, et je donne simplement une procédure. Et finalement, ils retiennent la procédure. Et c'est quoi la procédure? Dans un mois, il y a la fête des voisins. On fait la fête des voisins sur le site, et on explique aux voisins, à tous, ceux des maisons et ceux des bars, que dans le mois suivant, on vient faire un bivouac sur le place et qu'on les rencontre tous. Donc on les a tous rencontrés, puisque finalement, on l'a fait, ce projet. On les a tous rencontrés. Ben voilà, vous avez des images ici des rencontres. Et puis à un moment donné, une fois qu'on les a bien entendus, on leur montre la proposition. Et ben, j'adore cette image parce que c'est un peu aussi la présentation de l'enfant dans l'imagerie religieuse flamande. Une espèce de fascination. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Et en fait, la dame qui se tient le visage, elle exprime quelque chose d'une bienveillance incroyable. Sa voisine, qui est une personne âgée, ne pouvait pas être là au moment de la présentation. Et elle regarde notre projet et nous dit « Mais ma voisine, vous l'avez oubliée ». On est allé voir la voisine, évidemment. Tout ça s'est arrangé. Et quand on a déposé le permis de construire à la mairie de Bordeaux, 3 des voisins qui sont là sont venus expliquer le projet à la mairie. Et donc, pas de recours, évidemment, puisqu'il y a une appropriation complète qui s'opère. En fait, cet apaisement est un des grands enjeux de la vie ensemble et du travail ensemble pour réhabiliter le monde déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réhabilite le monde déjà là. Comment on le fait? Ensemble,
Mais avec quoi? En tout cas, avec quelle manière de faire du projet? Deux éléments. Un, le biomimétisme, et deux, le bioclimatisme. Je n'ai pas détaillé le biomimétisme ici, mais l'architecture, à l'heure actuelle, biomimétique, elle se trompe beaucoup, quoi. Elle se couvre de verdure dans tous les sens et elle fait des formes courbes à n'en plus finir. Alors que finalement, ce que dit Janine Bénus à propos, quand elle théorise en 97 le bioclimatisme, c'est récent, hein, le biomimétisme, elle explique que tout vient du soleil. Donc dans la nature, tout vient du soleil. La nature ne consomme l'énergie que juste l'énergie dont elle a besoin. La nature recycle tout. La nature s'attaque à la question des limites, etc., etc. Donc en fait, garder en tête des principes que la nature met en œuvre est certainement la meilleure manière pour nous de changer finalement notre façon de faire le projet et de revenir vers la Terre, qui est notre nature partagée. Donc voilà, le biomimétisme et le bioclimatique. Pour le bioclimatique, c'est comment une architecture puise dans son contexte tous les éléments dont elle a besoin pour à la fois et se protéger et aussi se nourrir du contexte. Une architecture bioclimatique, on ne commence pas par dessiner la façade. Et on ne commence pas par dessiner une forme. On essaie de comprendre ce qui se passe dans les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, parce que le bioclimatisme, c'est de l'osmose, hein, c'est du passage d'énergie intérieure-extérieure. Et donc une architecture bioclimatique, on la conçoit en coupe. Et on s'arrange pour faire en sorte que la chaleur, l'air, la lumière, l'humidité, que tout ça migre et que tout évolue. Et ce travail d'osmose, de continuité, c'est un grand enjeu. Finalement, l'architecture est belle à la fin, mais elle ne commence pas par être un enjeu esthétique. Et parce qu'il est question d'échange, ça ne sert à rien de faire une architecture bioclimatique au milieu d'un parking totalement bétonné, puisque l'extérieur n'est pas sain et trop chaud. Donc pour faire une architecture bioclimatique, il faut aussi maîtriser l'effet d'îlot de chaleur, il faut maîtriser l'extérieur. Là, je vous montre un exemple de ce que le Maroc est en train de faire en ce moment. Pendant longtemps, vous savez, les rues des médinas marocaines sont couvertes avec des bric-à-brac de tout ce que les commerçants trouvaient, finalement des bâches, et ils les mettaient en plafond des rues pour se protéger. Et bien, depuis quelque temps, il y a une politique de couverture des rues avec des éléments solides, sains, et qui renvoie finalement à une culture géométrique marocaine. Bon. Et avec quoi on le fait maintenant? On le fait avec les nouvelles bases du BTP. Avant, on disait BTP, bâtiment travaux publics. Maintenant, on dit BTP, bois, terre, paille. Bon, c'est un peu facile parce que c'est un mot qu'on connaît bien, mais c'est bois, terre, paille, pierre, quoi. Et donc, voilà. On le fait comme ça, en bois, ouvert à tous, en bois, depuis longtemps, 92. En bois, c'est celui qui a brûlé, c'est le bâtiment qui a disparu. En bois, y compris en hauteur, y compris en très grande hauteur. Tout ça est possible à faire en bois. Là, il y a une tour qui a été construite en bois à Bordeaux. Ils disent bois, mais allez voir le noyau, il est en béton, mais tellement gros en béton que finalement, les planchers en bois, c'est presque un habillage du noyau. Et on a répondu ça sur une tour où il n'y avait pas un seul gramme de béton à l'intérieur. La tour était son propre contrevention. Et le bois, c'est aussi horizontal que ça peut être vertical. Ça, c'est une église que je n'ai malheureusement pas réalisée dans un tout petit village près de Gap. Et la terre, c'est le grand enjeu et le plus bel enjeu qui soit aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit entre 7 à 9% des émissions de gaz à effet de serre pour fabriquer le ciment Portland. Et qu'est-ce qu'on met dans les banches? Le savoir-faire des banches, le savoir-faire de ceux qui coulent du béton, c'est un savoir-faire indispensable, on ne va pas s'en passer, quoi. Donc il faut remplacer le ciment Portland et le béton armé par autre chose, par des bétons issus de la terre, pas de la terre coulée, mais aussi par des maçonneries plus traditionnelles, comme ici, la brique de terre comprimée. Ici, c'est un projet dans lequel on a fait le premier plancher accessible au public porté par un mur de terre compressé dans un bâtiment public. C'est incroyable de dire que j'ai fait le premier alors que ça fait des siècles que c'est comme ça. Mais la France est tellement compliquée qu'on nous interdit de le faire, quoi. Donc voilà, ce mur qui évidemment est là pour longtemps et va tenir encore longtemps.
et la BTC que l'on retrouve ici uniquement en parement. Et la pierre, évidemment, quoi. La pierre qui est celle que l'on trouve à côté dans ce projet à Via Vido. La pierre, c'est la pierre de Beaulieu et la carrière est juste à côté. Hein. Elle est à 5 km. Au sol, c'est de la terre. Au-dessus, la charpente, c'est du bois. Et le faux plafond, c'est du peuplier qui vient des Cévennes, qui est juste à côté. Et comme l'homme habite l'ombre, vous n'avez pas besoin de lui dire là où il doit être. Et la terre, c'est aussi la terre cuite. Ici, dans ce bâtiment qu'on a construit, enfin, je ne vais pas raconter l'histoire de ce bâtiment qui a un exploit en termes de temps, mais le moucharabier, c'est juste des demi-briques qui ont été sciées, enfin des demi-briques, excusez-moi, des demi-piles qui ont été sciées pour venir protéger l'escalier de secours de la surchauffe de chaleur. Donc, c'est la pierre. Ici, c'est une pierre différente, c'est une pierre calcaire. C'est un bâtiment qui a été construit juste entre la limite du secteur de Cognac et du secteur du Bordelais. Cognac, c'est une pierre calcaire, le Bordelais, c'est le bois et c'est le sable. Et donc ce bâtiment renvoie exactement à cette différence à la fois culturelle et géologique du territoire. Et en Bretagne, ce n'est pas la même pierre, quoi. En Bretagne, c'est du granit, et avec elle, on peut faire toutes les architectures qui sont attendues, comme celle-ci, par exemple, aussi. Où là, on est à nouveau à Via Vido, et c'est à nouveau une autre pierre, mais qui est une pierre qui n'est pas gélive, celle-là, alors que celle d'avant était gélive, c'est pour ça qu'on l'a laissé à l'intérieur. Alors après, c'est la paille. Donc on isole en paille, et c'est facile, quoi. C'est pas plus compliqué, ça prend un peu d'épaisseur, mais c'est pas compliqué. Donc ici, c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui est le Centre botanique national de Brest, qui est en bois, en paille et en acier. Et ici, c'est le grand parc urbain des Bruyères à Rouen que l'on vient de livrer. On vient d'en livrer les espaces publics, mais pas les bâtiments. Et donc ici, c'est à la fois le jonc, la paille, le bois, les toilettes sèches, tout ce qui est disponible, quoi. En fait, quand on décide de ne pas utiliser le béton systématiquement, d'un seul coup, on est submergé de possibilités. Et tout à l'heure, c'était Diderot, mais là, c'est Vitruve, quoi. Et il le savait depuis longtemps, Vitruve. Hein. Le premier soin de l'architecte devra être de ne pas employer les choses que l'on ne peut trouver. C'est un peu basique, ça, hein, mais après, souvenez-vous, hein, il est en train de théoriser la ressource locale. Hein. On est en moins 25 avant Jésus-Christ, quand même. Hein, donc, il ne faut pas employer des choses que l'on a besoin de préparer à grands frais. Car il y a des lieux où on ne trouve pas en quantité suffisante ni le bon sable de cave, ni de bonnes pierres, ni de l'habit c'est le pain, ni du sapin, ni du marbre, et où il faudrait, pour avoir toutes ces choses, les faire venir de loin avec beaucoup de peine et de dépenses. On le sait, quoi. On le sait. En fait, le béton est un matériau générique qui n'a pas de localité, qui vient de partout et qui est disposé partout. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on a surtout? On a le soleil. En fait, le soleil apporte l'énergie, le soleil apporte la lumière, le soleil apporte la chaleur, le soleil apporte tous les matériaux biosourcés. Il faut bien qu'ils poussent et qu'il y ait de la photosynthèse. Ouais. Le soleil nous apporte absolument tout. Et en plus, il le fait en quelques heures tous les jours. Toute l'énergie dont on a besoin pour être sur Terre, le soleil nous l'apporte en quelques heures, tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on continue à se battre pour aller chercher du gaz au fond de la Méditerranée? Pourquoi on continue à faire des trous pour aller chercher du pétrole? Alors, on sait bien que et le gaz et le pétrole ne sont pas des ressources vertueuses. Donc voilà, le soleil partout, le soleil pour faire des maisons passives, le soleil pour faire des tours, voilà, BBC, on ne les voit pas, mais il y a des panneaux solaires par-dessus, pour faire une architecture en plein Paris qui répond au plan climat de Paris et au-delà, et l'air. Parce que le soleil, c'est aussi l'air. Hein. Les mouvements de l'air sont aussi déclenchés par les chaleurs. Et l'air, c'est l'autre outil que nous donne la nature dont on a absolument besoin.
On le voit bien, hein, c'est compliqué là. Dans les logements, en France, il y a la plus mauvaise qualité de l'air intérieur d'Europe, à cause de la ventilation hygroréglable. Peut-être que vous le savez, mais la ventilation dans les logements en France, dans les logements neufs, c'est un système qui se déclenche avec l'humidité. Comme si l'humidité était une pollution. Alors que les COV des meubles Ikea sont quand même beaucoup plus gênants, etc., etc. Et que même le gaz carbonique que l'on exhale est beaucoup plus impactant. Donc en fait, un des travaux que je fais depuis longtemps avec Alain Bonarel, le monsieur de la frugalité que vous avez vu tout à l'heure, c'est de travailler sur la ventilation naturelle. Trouver des solutions qui ne consomment pas d'énergie, qui renouvellent l'air, qui ne font pas de bruit et qui ne réchauffent pas la planète puisqu'il n'y a pas de moteur derrière, qui sont mis entre eux. Donc voilà quelques exemples de bâtiments qui fonctionnent entièrement en ventilation naturelle. On voit là d'autres encore, et je vais revenir sur l'un ou l'autre. Et ici, la ventilation naturelle, c'est un puits provençal. Donc on va chercher la chaleur constante du sol que l'on amène dans les bâtiments, que ce soit en été ou en hiver, de telle façon de ne pas avoir de climatisation à faire. Là, on est à Saint-Christol. Saint-Christol, c'est le pays de Vérargues. Vérargues, c'est 36 degrés. C'était la canicule la plus élevée que l'on ait eue dans le sud l'année passée. Et donc, en travaillant sur la masse, sur la ventilation, sur les mouvements d'air, sur les brasseurs d'air, on réussit à donner une qualité de vie qui est utile. Pareil ici, donc vous voyez nos petites tourelles, nos petits éléments de ventilation que vous avez ici, et c'est ça à l'intérieur, et c'est ça quand on le regarde en dessous. Ça peut permettre aussi de faire passer la lumière. Vous voyez, il n'y a que du soleil dans cette histoire, hein. La lumière, la chaleur, l'air qui passent au même endroit. Et des exemples, on en a beaucoup, et des vieux. Ça, c'est le Bagdir iranien. Les grandes tours avant iraniennes sont tellement grandes que parfois on a l'impression qu'elles sont plus grandes que les maisons, qu'elles aident à ventiler. Mais vous entrez dans ces maisons-là, vous avez l'impression que c'est climatisé, mais non, c'est le mouvement de l'air qui est tellement bien fait que tout ça fonctionne bien. Donc ces cheminées, d'un côté ça rentre et de l'autre côté ça ressort. Vous avez en Égypte un exemple très réussi, je trouve, qui est celui du Malkaf. Vous voyez, ça c'est une outre qui n'est pas vernissée, donc qui est poreuse, et l'outre, on la met ici, face au vent. On la remplit d'eau. Et donc l'outre non poreuse, face au vent, fait que l'air qui entre est rafraîchi simplement par le contact de l'air et tombe. Et donc c'est un air frais qui descend et qui repart après quand il est réchauffé par la vie de tous les jours. Et ça, c'est chez nous, quoi. Ça, ça s'appelle les girouettes parisiennes. C'est une entreprise parisienne qui faisait des petites girouettes. Donc, j'ai vu pendant très longtemps la toute petite, et j'ai trouvé sa grande sœur récemment. Donc, vous voyez comme c'est intelligent. Donc, vous avez en haut une girouette. Donc, quand le vent arrive, cette partie-là se met toujours face au vent. Et là, vous avez l'air qui entre. Le vent entre ici, le vent entre là. Ça augmente l'effet de tirage parce qu'on appelle l'effet Venturi. Hein. Quand le vent est resserré, compressé, ça augmente le tirage. Donc ça fait le tirage de la cheminée qui est là, et comme ça se met toujours face au vent, ben ça vous protège de la pluie qui ne tombe pas non plus dans la maison. Et c'est presque beau comme un casque grec. Et donc quand j'ai fait ces logements, je ne me suis pas inspiré de ça parce que j'ai trouvé après, mais on a dessiné ça à Saint-Nazaire. C'est les seuls logements français en ventilation naturelle assistée et contrôlée, non hybride, il n'y a pas de moteur. Et donc pour faire ça, on a demandé aux chaudronniers de marine de les faire. On est à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est le pays des paquebots. Les chaudronniers de marine ont un savoir-faire incroyable. Donc la ressource locale, c'est la matière, mais c'est aussi le savoir-faire des hommes. Et donc ces cheminées font 4 mètres de hauteur et elles ventilent les logements. Si on a du temps, je vous raconterai l'histoire de la bataille pour arriver à ces choses-là. Et donc on le fait en mettant des fenêtres dans toutes les salles de bain. Amusez-vous à faire des plans avec des fenêtres dans la salle de bain, mais pas que, vous allez le voir après. Et donc voilà, ça fonctionne, ça marche très bien, ça tient la route, et ça ne pollue pas, et ça renouvelle vraiment l'air. On a continué à travailler sur une maison réhabilitée, où là c'est zéro système de ventilation, rien, zéro système de chauffage, donc elle est totalement hors la loi. Cette maison ne peut pas être louée à quelqu'un, sinon la personne qui loue peut attaquer le loueur en disant qu'on n'est pas conforme à la loi. Mais on l'a fait, et bien sûr, elle marche, cette maison, elle marche très bien. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une boîte dans la boîte, entièrement en bois, en béton de paille, etc., en béton de chambre.
Donc je reviens au projet de Bordeaux, dans lequel, vous savez, la dame se tenait la tête en voyant la maquette. Là. Le travail citoyen, ce n'est pas pour nous empêcher de faire les choses avancées. Souvent, les citoyens sont demandeurs d'expériences qui font que leur vie est meilleure et qu'on leur donne des choses encore plus intéressantes. Et donc, dans ce projet-là, ce bâtiment-là sera sans aucun système de ventilation mécanique. Sans aucun. Même pas le système de ventilation naturelle assistée contrôlée que j'ai fait à Saint-Nazaire. Alors, comment est-ce qu'on y arrive ? L'air, c'est la santé publique. Donc la santé publique, ça se négocie avec l'État. On ne joue pas avec la santé publique, et bien sûr que non. Donc ici, on dessine des plans où toutes les pièces ont une fenêtre. Toutes, même le WC. On est dans du logement collectif. Donc toutes les pièces ont des fenêtres, tous les logements sont traversants ou 2 orientations. Et une fois qu'on a ça, on négocie avec l'État, qui nous met en relation avec le PUCA, qui nous accompagne, avec le CEREMA, qui va monitorer le bâtiment. On va le faire. Et on va réussir à le faire. Ce qui veut dire que si cette opération-là réussit au bout du compte, ça changera considérablement la manière de faire le logement. Et on arrêtera d'avoir la ventilation hygrobée là, qui nous pollue tellement l'air, etc., etc. Du point de vue de l'architecture, ce que j'évoque avec vous, ce n'est pas juste de la technique. Quand je vous dis la lumière, la chaleur, l'air, c'est le soleil, c'est l'espace. Et finalement, si on regarde cet ensemble comme une seule matière, l'espace que l'on est amené à faire est un espace très différent de celui des pièces fermées, avec des petits moteurs qui ventilent ou qui extraient. Et retrouver finalement une fluidité de l'espace de ce type-là, ça, c'est une nécessité et une qualité de vie, finalement, que l'on donne aux habitants. Ça vaut pour l'intérieur, ça vaut pour l'extérieur. Tout à l'heure, je vous ai montré la maîtrise de l'effet d'îlot de chaleur et ce qui se passait à Pondichéry et ailleurs. Aujourd'hui, on a tous les logiciels qu'il faut pour calculer nos projets urbains de telle façon que la disposition des bâtiments accélère le vent ou pas et que l'on ait la certitude que l'air arrive dans chacun des logements. Je ne sais pas si j'ai ça à vous montrer, mais c'est... En fait, quand on teste la position des logements, on voit l'accélération des vents. Donc ça, c'est la qualité de vie au niveau du sol. Et après, on fait des tests logement par logement pour s'assurer que l'air arrive dans chacun des logements. Et sur cette base-là, pas de technique. Le bioclimatique accompli. C'est à La Réunion. À La Réunion, la ventilation naturelle est obligatoire. En France, elle est un peu hors la loi encore. Donc ce positionnement, le climat de La Réunion, ce sera celui du sud de la France, vite fait bien fait. Et donc il va falloir y réfléchir à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour y arriver. L'eau. On parle de tous les éléments de la nature, mais tous les éléments de la nature, l'eau, le stress hydrique, ce sera un peu partout. Donc il faut absolument consommer le moins possible d'eau et récupérer le plus possible d'eau. Ça, c'est un bâtiment que j'ai fait en 2003, qu'on a livré en 2003, où toutes les toitures récupéraient dans un aqueduc toutes les eaux de pluie. Les enfants voyaient tomber les eaux de pluie dans un canal, et l'eau de pluie, il l'a retrouvée dans les sanitaires, ce qui est interdit maintenant, mais à l'époque, on savait le faire. Et aussi pour l'arrosage. Donc du coup, ce travail sur l'eau, finalement, fabrique une continuité hydrique qui met du sens, y compris dans la circulation. Ça, c'est un château d'eau qui n'a pas besoin de moteur. Donc c'est un château zéro énergie. On l'a calculé, le point haut et le point bas, de telle manière qu'ils se remplissent par la pression qui existe dans les réseaux et suffisamment haut pour que l'eau qui redescende, finalement, n'impacte pas sur la pression qu'il y a dans les réseaux. Et donc là, pareil, zéro énergie. Et du coup, c'est un bâtiment qui est c'est plus un bâtiment qu'un totem. Et donc voilà, il est fait pour s'inscrire dans un contexte qui est aujourd'hui très urbanisé. Et l'eau, c'est aussi un outil indispensable pour faire comprendre finalement les enjeux environnementaux. Donc ici, c'est le lac de Grandlieu, près de Nantes. C'est le plus grand lac de plaine en Europe l'hiver. Et donc, je ne vais pas vous montrer tout le détail de tout ça, mais
Vous voyez, ici, c'est un endroit où on perçoit que le lac est là. On a mis juste cette petite chose-là. Là. Oh, pardon. Vous voyez, les marques rouges sont les 2 inondations les plus hautes. Et on n'est pas en contrebas. Donc, notre rapport à l'eau est de cet ordre-là. À la fois, il manque, et quand l'eau est là, elle est omniprésente. Et l'eau, bien sûr, c'est ça, mais c'est aussi, quand on fait un village dense au Maroc, on peut simplement utiliser la fraîcheur de l'eau pour rafraîchir les logements. On n'est pas obligé de faire de la clim. Quand on s'intéresse au Grand Palais des Champs-Élysées, pour rafraîchir, pas question de mettre de la clim. On peut aussi utiliser la fraîcheur de la Seine pour tout ça, et ventiler naturellement, évidemment. C'est la dalle du Grand Palais, qui est aujourd'hui un bâtiment qui n'est pas assez ventilé naturellement. La dalle du Grand Palais peut atteindre 50 degrés, parce qu'elle accumule la chaleur un jour, puis elle accumule la chaleur un autre jour. La nuit, ça ne ventile pas assez, donc ça n'évacue pas la chaleur. Et donc, tous les enjeux naturels que nous avons rendent possible de ne pas utiliser d'énergie pour rendre tout ça agréable à vivre. Et en fait, ces 2 images pour montrer aussi que quand ce qui est déjà là est superbe, pourquoi rajouter quelque chose, quoi. Et même allons jusqu'à simplement nettoyer ce qui est déjà là et revenir au monde déjà là comme ça. L'eau, bien sûr, en urbanisme, c'est partout. Et ici, dans ce village dont je suis l'urbaniste depuis 1996, on a entièrement conçu le projet urbain sur le mouvement de l'eau, sur des continuités à la fois paysagères anciennes et ces continuités de l'eau, et qui arrivent dans une prairie qui est entretenue par les vaches. Parce que l'hiver, elle est inondée. Et on fait exprès de l'inonder. Et du coup, pendant l'été, on retrouve une mixité d'usages. L'agriculture n'est pas partie, l'usage est là, le paysage est beau, et on a résolu un vrai problème urbanistique en partie aval. Et donc voilà, la prairie s'inonde et on répond à tout ça. Je vais juste m'arrêter un tout petit peu plus sur celui-ci. Je vais vous présenter 2 autres projets et j'aurai terminé. Mettons tout ensemble. On ne peut pas le faire dans tous les projets. Il y a certains où on réussit à mettre tout ensemble. Donc ici, c'est Val-de-Reuil, c'est la dernière ville nouvelle française, près de Rouen. Val-de-Reuil est un échec total. Val-de-Reuil n'est pas fini d'être construit parce que les 30 Glorieuses s'arrêtent avant la fin du chantier. Et ça tombe, et ça devient une catastrophe. Les gens qui ont acheté là ne peuvent même plus vendre leurs biens parce que leurs biens ne coûtent plus rien et du coup, ils ne rembourseraient pas leur emprunt. Vous imaginez la situation catastrophique. Il y a un maire qui reprend cette commune et qui a l'intelligence de comprendre que ce qui fait vivre une ville, ce n'est pas forcément un beau projet urbain, c'est de l'économie. Et donc c'est un maire socialiste, représentant des socialistes dans la région de Rouen. Et quand il est à Paris, il est le secrétaire général de LVMH. Donc LVMH, c'est Louis Vuitton Moët Hennessy. Vous voyez, ce qui pourrait apparaître comme un écart n'est pas un écart. Cet homme a des ambitions sociales très fortes et il utilise finalement ce qu'il a compris de l'économie pour ramener et installer dans ce village de l'industrie pharmaceutique. Et du coup, tout redémarre. Les gens reviennent vivre, le patrimoine revient, la qualité de vie revient, etc. etc. Et un bailleur social revient, alors qu'ils étaient tous partis, il revient pour faire un quartier de 100 logements avec de l'horticulture bio. Et c'est ce qu'on appelle une CREM, conception, réalisation, entretien, maintenance. C'est-à-dire que le leader, c'est une entreprise, ce que je ne fais jamais. Ce n'est pas mon histoire. Et en plus, le leader ici, c'est Bouygues, ce qui n'est pas non plus tout à fait mon histoire. Mais je dis oui parce que dans le programme, il y a écrit horticulture. Et que j'avais envie d'horticulture près de l'heure. Donc, on rentre dans ce projet qui devient 98 logements sociaux passifs en accession, en location, en réinsertion. On ajoute une crèche, on ajoute une cuisine municipale, on ajoute une halle publique, on fait une chaufferie bois, on fait une maison des jardiniers, on fait de la fameuse horticulture. Et le projet devient ceci. Donc le terrain, vous le voyez, il est à peu près là. Excusez-moi, non, on ne le voit pas, c'est ici. Il est à peu près ici. Et il est là. Et donc vous voyez, les anciens, ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient installé leur maison loin de l'heure et avec le pignon tourné vers l'heure et vers la rue
de telle manière que la façade soit au sud et la façade arrière soit au nord, parce que dans cette vallée de l'Eure, qui est la vallée de la Seine, les vents du nord sont très froids. Quelques temps plus tard, donc voilà, ça c'est le terrain au moment où on arrive. Il y a des couillons qui ont installé un lotissement là où il ne faut pas le faire, bien sûr. Mais ils ont eu l'autorisation de le faire. On nous donne ce terrain qui est ici. Et donc on commence par réfléchir sur l'eau. Pas question de dire à l'eau, tu ne viendras pas. Ne faites jamais ça. Elle est plus intelligente que vous, elle va réussir à rentrer. Elle est d'une force en plus. Et quoi qu'il arrive, elle rentre. Et il ne faut pas perdre de l'énergie et perdre de la ressource à lui dire, tu ne viendras pas. Donc on réfléchit à l'arrivée de l'eau, décennale, trentenale, centenale, et ça détermine le projet. Et donc voilà ce que ça finit par être. Donc les logements reprennent l'orientation bioclimatique naturelle qui est ici, et la partie maraîchère est là. Toute la partie maraîchère est ici, ce sont les jardins familiaux. La halle publique est ici, elle est où? Elle est là, la halle. Et on a fait un bras de dérivation ici qui gère les crues annuelles, en pensant que ce bras de dérivation deviendrait aussi un bief pour que les brochets fraient. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'espace maintenant de frayère à brochets. On n'a pas demandé aux brochets s'ils avaient envie de venir, mais on leur donne la possibilité de venir. Donc on avance, on fait le projet qui ressemble à ça. Donc écriture minimaliste, on est dans du logement social passif, en accession, pas question d'être trop cher, avec une qualité des espaces extérieurs, les voitures mises de côté, un espace piéton, et l'hiver, l'eau arrive. Et l'hiver, l'eau arrive et on est heureux qu'elle arrive. Elle arrive proche des maisons, il n'y a aucun souci, quoi. Tout est là pour que ce soit arrangé. Et quand elle vient, le projet continue à fonctionner puisque tout a été calculé précisément. Et quand elle ne vient pas, on a un paysage magique, quoi, et heureux à vivre. Voilà, l'hiver, l'été. Et d'ailleurs, le paysage, même l'été, rappelle qu'il y avait de l'eau. Parce que finalement, ce que vous voyez ici avec les phragmites, c'est l'existence d'un secteur où il y avait de l'eau. Cette végétation-là, vous ne l'avez pas dans un site urbain traditionnel. Et les espaces où l'eau s'étend, c'est les espaces où les enfants se retrouvent tous les soirs quand ils reviennent. Et même quand l'eau est là, ils adorent, c'est une grande flaque, quoi. Donc ils adorent sauter dans la grande flaque. Et dans l'espace où viennent donc l'eau dans un premier temps, on a fait un espace pour que les écoles puissent venir voir les oiseaux, puisqu'il y a beaucoup d'oiseaux qui arrivent. Enfin. Et ce lieu qui parle de la biodiversité, bon, je rigole toujours en disant ça, mais la biodiversité, c'est aussi l'été, parce que finalement, les ados adorent cette petite boîte-là. Et donc voilà, tout le monde se retrouve dans la possibilité de vivre ensemble ce secteur. En hiver, quand il fait froid, quoi. Moins 4 degrés. Mais on a tout fait pour que le soleil arrive. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour qu'il y ait 2 heures d'ensoleillement dans tous les logements au 21 décembre. Donc c'est la lumière, donc des fenêtres dans les salles de bain, des fenêtres partout. C'est la chaleur, c'est celle qui ne coûte rien, la chaleur, hein, cette chaleur-là. Donc il faut qu'il y ait du soleil dans tous les logements à ce moment-là. Il y a une inertie à l'intérieur, une bonne isolation par l'extérieur. Et on calcule le projet en cherchant la certitude qu'il y a 2 heures de soleil tout le temps. Donc on déplace les bâtiments, on déplace les formes, jusqu'à s'assurer que l'on a bien 2 heures de soleil au 21 décembre. Voilà les logements avec la salle de bain qui est ici, en façade, toujours traversant, enfin, des choses toutes simples. Un petit volume simplissime, parce que l'enjeu aussi, c'est de maîtriser l'économie. On ne peut pas être frugal si on ne maîtrise pas l'économie. Là, ça, c'est la chaufferie bois. Elle est végétalisée, mais avec des végétaux qui poussent dans le sol. On ne va pas rajouter une structure pour mettre des végétaux plus hauts. Et donc, voilà ce que ça donne comme petite architecture avec la maison des jardiniers qui est là, du collectif, de l'individuel mitoyen. Les petites fenêtres sont les fenêtres des salles de bain. Tout est fait pour les piétons et les cycles. Il y a un tel sentiment de sécurité que même les enfants laissent leurs chaussures à l'extérieur près du paillasson, là, ce qu'on voit plutôt en général dans les couloirs des logements collectifs. Et voilà d'autres exemples. Ça sont des espaces d'extension de l'eau. Ça, c'est plutôt pour les crues trentenales à cet endroit-là. Et toujours les ouvertures vers le fleuve pour que l'eau puisse monter et l'eau repartir sans souci. Voilà les tout petits collectifs. Une crèche.
en ventilation naturelle et en lumière naturelle. Et quand on ressort, on n'est pas sur du goudron ou sur du béton, on est sur du stabilisé. Et la partie maraîchère, elle est composée de plusieurs parties. Donc il y a une partie qui est donnée à une coopérative qui fait de l'horticulture bio. Il y a une partie qui est celle-là, qui est en fait des incroyables comestibles. Vous savez, on cultive l'espace public et on laisse les gens prendre ce dont ils ont besoin. C'est l'enjeu qui existe avec la coopérative. Et vous avez les jardins familiaux qui sont là, où chacun cultive sa parcelle. Il y a des ânes qui sont là, donc il n'y a pas de tracteur, ce sont les ânes qui aident à faire tout ça. Et quand les ânes ne s'occupent pas d'horticulture, ils deviennent les accompagnateurs des enfants à l'école. Et donc le pédibus est devenu un asinobus. Et quand l'âne n'est pas là, les parents n'ont pas intérêt à prendre la voiture pour accompagner les enfants à l'école. Les enfants demandent de suivre le chemin de l'âne. En fait. Et donc voilà, ça se fait. C'est une association qui s'est créée pour accompagner les enfants. Et donc voilà, il faut tout ça, il faut tout cet investissement-là pour arriver à faire un projet dont l'empreinte écologique est égale à sa biocapacité. Aujourd'hui, vous savez, la France consomme 5,3 équivalents hectares, alors que la France ne peut que consommer 2,9 équivalents hectares. Et nous, on a fait un projet qui répond aux 2,9 équivalents hectares. Donc voilà, on pourrait se dire, tout va bien, quoi. On sait faire, tout va bien, quoi. Dormons en paix. Et là, on revient à la réhabilitation. Donc ces logements ont été livrés au moment où les gilets jaunes apparaissaient. Et vous savez, les gilets jaunes, ce n'est pas juste le prix de l'essence qui les a fait bouger, c'est le coût de la vie, quoi. Et le coût de la vie, pour des gens qui sont dans le besoin, c'est l'énergie nécessaire pour la maison, pour le chauffage, pour tout ça. Et donc les gens qui habitent dans ces logements, 2 heures de soleil, inertie intérieure, isolation par extérieur, il y en a qui n'utilisent pas du tout le chauffage. Donc Antenne 2 et la 2 et TF1 sont arrivés pour faire des reportages sur ça. Et donc moi, je n'étais pas là. On a laissé ces reporters avec les habitants. Et il y a une dame qui a été interrogée à 2 reprises qui disait « Regardez mon thermomètre au mur. » Dans un cas, il était à 23 degrés, dans l'autre, il était à 21 degrés. « Regardez mon chauffage. Il est éteint. Ne me demandez pas quand je l'ai éteint. Je ne m'en souviens pas. » C'est-à-dire que la vie intérieure de ces logements, la conception, la solarisation, fait que l'on n'a pas besoin de logement. Donc, ils sont en base passive. Ils ont été faits pour être passifs. Mais en fait, ils vont au-delà. Donc tout le monde sait à Val-de-Reuil que les gens qui habitent ces logements sociaux sont heureux d'habiter là. Et qu'est-ce que vous croyez que les gens qui sont ici, là, juste à côté, donc ça c'est l'écoquartier des Noé, et ça ce sont des maisons Phoenix, 100 maisons Phoenix. Donc la maison Phoenix, c'est la maison la moins chère en France, c'est une structure métallique et avec des panneaux en béton. Donc quand vous faites bien votre travail, vous dévalorisez le travail des autres, l'existence même des autres. Et donc le maître d'ouvrage de cet écoquartier a eu l'intelligence de nous demander de réhabiliter le quartier de Maison Phoenix. Et donc on l'a fait. On a amené l'isolation qu'il faut dans ces maisons et on a dessiné un espace public qui a les mêmes qualités. Les voitures, on les a mis de côté. Enfin, on a fait le travail de l'écoquartier. Donc ça devient un écoquartier qui est à la fois le hameau de Landel, ex-Phoenix, et le hameau des Noé. Et on est passé de 100 à 200 logements, la somme des deux, en 2 fois moins de temps que ce qu'on a passé pour construire le neuf. Le neuf, on y a mis 10 ans. Et la réhabilitation, on va y mettre 4 ans. Et l'argent qu'on met pour réhabiliter les logements, c'est beaucoup moins que pour construire le neuf. Donc la nécessité de repenser la réhabilitation dont je vous parlais tout à l'heure, et aussi de cet ordre-là, de cet ordre social. Et donc voilà le dernier projet sur lequel je vais arriver, qui est... Ça, c'est Paris. Il n'y a pas que les Champs-Élysées et Haussmann à Paris. Ça, c'est la place des Fêtes. C'est le 19e arrondissement à Paris. Et donc, on nous appelle pour réhabiliter, pour installer la médiathèque du 19e et la maison des réfugiés dans ces 2 bâtiments. Celui-ci et celui-là. C'est un ancien lycée hôtelier qui a été construit en béton, système industrialisé, très régulier. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On part du principe que le béton qui a été coulé, on le respecte, on ne le détruit pas. Faut-il encore construire ? C'est la première question à se poser quand on veut faire un vrai travail.
Faut-il détruire? Non. Franchement, on n'a pas besoin de détruire, on n'en a pas besoin. On sait s'en sortir avec les bâtiments qui sont déjà là. Et on ajoute, on complète, on donne de la qualité, y compris bioclimatique, aux bâtiments existants. Donc on garde les bâtiments existants et on les nettoie. On enlève tout ce qui finissait par enlever la radicalité de ces structures extrêmement bien faites, intelligentes. On les nettoie et on enlève certains éléments comme ceci ou comme cela, donc les allèges et les dalles, pour faire des doubles hauteurs dont on a besoin dans une médiathèque. On ne va pas mettre une médiathèque sous deux planchers comme ça continu. Il faut qu'il y ait une respiration au moment où le livre et le média sont debout. Et donc voilà les espaces qui arrivent une fois qu'on libère tout cela. Et voilà par exemple, qu'est-ce qui fait l'architecture? C'est la capacité. Qu'est-ce qui fait l'architecte? C'est sa capacité à penser l'espace. C'est unique. Hein. C'est un savoir-faire incroyable, mais vraiment, quoi. Et quand vous faites de la réhabilitation, finalement, ce que vous avez à faire, c'est juste penser l'espace, quoi. Vous pensez les éléments techniques que vous ajoutez, mais après, tout devient un jeu sur l'espace. Et ici, c'est un petit coup de chapeau à Louis Kahn. Donc, dans toutes les baies industrialisées, on vient juste ajouter un élément qui a un volume en bois. La fenêtre s'ouvre à la hauteur du corps, donc il y a une ventilation naturelle qui arrive directement sur vous quand vous êtes en train de lire et qu'il fait trop chaud. Vous avez la lumière naturelle qui arrive là, et vous lisez, vous travaillez. C'est la bibliothèque d'Exeter de Louis Kahn, regardez, c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, ça aide à avancer. Donc voilà, on fait ce travail juste sur la qualité de l'espace intérieur, et tout ce qu'on a enlevé, on ne le casse pas. On ne le jette pas. Les dalles que l'on a cassées, soit on les broie et on les utilise en fond de forme, soit on garde les dalles pour faire du platelage, pour faire tout l'aménagement extérieur. Et donc ça donne ça. Les deux bâtiments existants, et puis un bâtiment qui fait le lien entre eux. Et dans ce bâtiment-là, il n'y a pas du tout de béton portland. Tout est en biosourcé et en terre. Donc le béton est là, on le garde. Ce qu'on ajoute, ce n'est pas de béton. Et ce volume-là, qui est celui-ci, est l'endroit qui fait du lien, qui fait simplement, on entre par là, on passe de l'un à l'autre comme ça, les circulations verticales sont là, on passe à l'arrière où il y a une ferme permacole. Donc voilà, c'est cette partie-ci, c'est celle que nous ajoutons et qui est entièrement en bois et en terre crue. Et donc, bioclimatique, donc on commence par faire un trou dans ce bâtiment qui aujourd'hui n'a pas de trou, quoi. On a enlevé les escaliers qui étaient au milieu, de telle façon que finalement il y ait une cour qui arrive et que l'air puisse passer, que la lumière puisse passer et la ventilation naturelle arrive. On protège avec une résibois qui est faite avec du chêne pédonculé, puisque c'est la ressource la plus intéressante de l'Île-de-France en ce moment. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ce ne sont que des pièces droites de bois. Mais comme elles sont petites et qu'elles sont biseautées sur les bords, on réussit à faire des arrondis sans grand souci. Et à l'intérieur, on a un grand mur de terre coulée. Donc je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met dans les banches, quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les banches? Ben, on met de la terre coulée. Et donc ici, on travaille avec Amaco, notamment BE-Terre, et il y a un architecte qui s'appelle Nicolas Missner, pour sortir des murs en terre coulée. Donc, et ici, pas du tout de... Il n'y a rien comme adjuvant, quoi. Juste la terre qui vient du Grand Paris, des excavations du Grand Paris. On a mis des ganivelles en ferraillage, en assemblage à l'intérieur, et on a mis un peu de paille pour aussi améliorer la cohésion de l'ensemble. Et donc voilà, on se bat pour faire changer les lois sur la ventilation, sur la chaune, sur les matériaux qu'on utilise. Et un jour, la loi nous donne raison. Depuis la loi CAP et l'autorisation du permis de faire, eh bien, vous pouvez déroger aux règles de sécurité, d'accessibilité, de ventilation, de performance thermique, à partir du moment où vous garantissez un résultat qui est conforme à la loi. Aujourd'hui, les lois avaient ça de perverse, c'est qu'elles vous demandaient d'arriver à un résultat, mais elles vous disaient comment le faire. Alors qu'avec ça, on vous demande d'arriver à un endroit qui est celui de la sécurité, l'accessibilité, le renouvellement de l'air, mais on ne vous dit pas comment le faire.
Et donc, on ne peut plus se plaindre de ne pas être autorisé à faire différemment. Merci.